mesdames et messieurs. Je vais vous parler dans cette conférence de l'histoire des collections patrimoniales de la bibliothèque de Tours depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'histoire de la bibliothèque municipale de Tours est marquée par la tragédie. En effet, le 19 juin 1940, la bibliothèque a été victime des derniers combats de la campagne de France. Elle disparaît dans les flammes d'un incendie qui va se poursuivre 3 jours durant. 80 ans après, quelle collection patrimoniale peut-elle offrir au public des chercheurs et des curieux? Je vais essayer de répondre à cette question à travers cette communication. Mon exposé sera divisé en 3 parties. Tout d'abord, je présenterai brièvement les différents modes opératoires qui ont permis la reconstitution des collections patrimoniales, les interventions de l'État, le budget municipal, le mécénat, enfin les dons des particuliers. En raison du rôle majeur des donateurs, je consacrerai ma deuxième partie à vous présenter les principaux d'entre eux. Paul Caron, Raymond Marcel, Yves Bonnefoy, Eugène Pépin et quelques autres. Ma dernière partie, plus rapide, abordera les questions entre les rapports entre les fonds patrimoniaux et l'histoire de la Touraine, ainsi que la politique actuelle d'enrichissement des collections. Un retour sur les événements de la Seconde Guerre mondiale. Les 3 derniers conflits qui ont marqué le territoire national, la guerre de 1870 et les 2 guerres mondiales, ont provoqué de très lourdes destructions dans le patrimoine des bibliothèques françaises. Si l'incendie de la bibliothèque municipale de Strasbourg en 1870 et la destruction volontaire de la bibliothèque universitaire de Louvain en Belgique en 1914 ont ému, pour ne pas dire traumatisé, la communauté internationale et suscité la création de nouvelles bibliothèques patrimoniales d'une grande richesse, les destructions survenues au cours de la Seconde Guerre mondiale, Metz, Chartres, Tours, pour ne citer que les plus emblématiques, n'ont pas provoqué la même émotion. Le dernier conflit a entraîné de telles pertes humaines et la destruction massive de tant de villes que la reconstitution de très riches collections patrimoniales disparues apparaissait comme un objectif tout à fait secondaire. La reconstruction des logements, la remise en marche de l'industrie, les soins à apporter aux nombreuses victimes de guerre constituaient, et c'est tout à fait normal, autant de chantiers prioritaires dans une économie largement sinistrée jusqu'à la fin des années 40. Daniel Schweiss a raconté dans un article récent l'histoire de la destruction de la bibliothèque de Tours. Je ne reviendrai pas sur cet événement. Vous pouvez voir dans cette illustration, dans cette photographie, l'état de la bibliothèque après l'incendie de juin 1940. Le directeur de la bibliothèque de l'époque, Georges Collomb, voici son portrait. Grâce à Georges Collomb, on a pu sauver en toute extrémité une partie des collections de manuscrits, 815, et une centaine d'imprimés, dont 56 incunables. Cet ensemble constitue aujourd'hui le noyau dur des collections patrimoniales. S'il est réduit en nombre, il présente cependant des pièces absolument exceptionnelles, comme l'évangéliaire l'évangéliaire de Charlemagne, que vous pouvez admirer, manuscrit réalisé à Tours autour de l'an 800, un superbe manuscrit byzantin qui a appartenu à la bibliothèque privée de l'empereur Constantin VII Porphyrogénète, donc un exceptionnel manuscrit de bibliothèque impériale byzantine, l'un des rares parvenus jusqu'à nous, ou encore les épreuves corrigées du roman Béatrix de Balzac. Donc voilà, 3 trésors parmi d'autres qui ont pu être sauvés des destructions de juin 1940. Largement victime des bombardements tout au long de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Tours a bénéficié de l'aide de l'État pour sa reconstruction. Notion récente, la responsabilité de l'État pour faits de guerre et son implication dans la réparation des sinistres n'apparaissent qu'au cours de la Première Guerre mondiale. Le second conflit mondial renforce cette notion. Basée sur le principe de l'égalité et de la solidarité de tous les Français, la loi du 28 octobre 1946 ouvre le droit à réparation pour tous les dommages, certains, matériels et directs, causés aux biens immobiliers et mobiliers par les faits de guerre. Cette loi, qui va permettre de financer la reconstruction d'une vaste bibliothèque municipale à Tours, le bâtiment incendié en juin 1940 était effectivement en trop mauvais état pour pouvoir être conservé et restauré. Les collections ne sont pas oubliées dans les réparations, des dommages dans cette procédure d'indemnisation particulière que constituent les dommages de guerre. Un arrêté de juin 1952 précise le barème fixé pour la reconstitution des collections. Les collections de bibliothèques municipales.
Cet arrêté précise malheureusement que les collections, précision importante pour les collections patrimoniales et malheureuse pour les collections patrimoniales, cet arrêté précise que seuls les fonds municipaux sont pris en considération. Les fonds d'État ne sont pas indemnisés. Cela exclut de la procédure d'indemnisation l'ensemble des collections de confiscation révolutionnaire qui constituaient le socle massif des fonds anciens de la bibliothèque municipale de Tours. Sont également exclus des dommages de guerre les fonds précieux, je cite, « dans la mesure où l'intérêt de ces ouvrages résulte uniquement de l'ancienneté, de la rareté de l'édition ou de la richesse de la reliure ». Les crédits de l'indemnisation sont fléchés vers la seule reconstitution partielle des livres de lecture de documentation courante, les livres de culture générale, les livres d'études ou de recherche. Autrement dit, l'État se désengage complètement de la reconstitution des collections patrimoniales. Ses ressources étant limitées, il accorde la priorité à la reconstitution de collections d'études et de lecture publique qui répondent à des besoins plus urgents de formation, mais aussi, préoccupation qui prend de plus en plus d'importance à cette époque, à des besoins de loisirs. La bibliothèque municipale, cependant, étant considérée par l'État comme un établissement pilote dans la politique de rénovation et de restructuration des bibliothèques publiques, son directeur, René Fillier, va obtenir de l'État de disposer de crédits spécifiques pour la reconstitution d'une collection de livres précieux. Vous avez ici un portrait de René Fillier, qui a été un très grand directeur de la bibliothèque municipale des années 50 aux années 70. René Fillier prend donc la décision de créer un fonds réserve destiné à rassembler physiquement les ouvrages les plus précieux. Ce fonds réserve est créé en 1955 et l'année suivante, 1956, le Conseil d'État donne un avis permettant de débloquer des crédits publics pour enrichir cette réserve. Ces crédits seront affectés à la bibliothèque municipale en 1962. Ils étaient d'un montant de 17,4 millions d'anciens francs. C'est une somme qui, pour l'époque, est quand même une somme importante. Ça représenterait aujourd'hui, en francs, en euros de 2019, la somme d'à peu près 375 000 euros. Donc les achats permis par ces crédits spéciaux vont s'échelonner jusqu'en 1966. Et ils ont porté presque exclusivement sur des documents imprimés. Alors la plupart des documents qui ont été acquis avec ces crédits spéciaux concernent la Touraine. Auteur tourangeau, édition tourangelle, thème tourangeau. Sont privilégiées les éditions originales, rares ou précieuses. Un autre thème cependant est également développé, l'histoire du livre. Donc on va s'attacher à acquérir des documents prestigieux illustrant l'histoire du livre entre les XVIe et le XVIIIe siècle, sans rapport particulier avec la Touraine. Voilà, vous avez ici un exemple des livres acquis à cette époque qui n'ont pas de rapport avec la Touraine. Il s'agit d'une édition des Fables de La Fontaine, illustrée par le peintre animalier Oudry. Magnifique collection de 4 volumes in folio. Dans l'immédiate après-guerre, une autre initiative de l'État va contribuer à la reconstitution partielle de collections patrimoniales. Il s'agit de la récupération artistique. L'histoire des spoliations des bibliothèques par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale est maintenant bien connue grâce aux travaux de Martine Poulain, une chercheuse et bibliothécaire. On estime à 5 millions environ au moins le nombre de livres et de documents iconographiques volés en France par les Allemands entre 1940 et 1944 à leurs légitimes propriétaires, qu'ils soient juifs pour la plupart, francs-maçons ou issus de milieux radicaux, socialistes, communistes. Au sein d'une foule d'anonymes, des noms célèbres apparaissent. Louis Weiss, André Mauroy, Léon Blum, Georges Mandel, des collectionneurs comme David Weil ou Jean Furstenberg. À partir de 1942, la déportation de dizaines de milliers de familles juives vers les camps de la mort s'accompagne de la confiscation de leurs biens, dont leurs bibliothèques. C'est par train entier que ces derniers gagnent l'Allemagne nazie, où elles feront l'objet de tri incessants. La fin de la guerre permet aux Alliés de rechercher les livres spoliés et de les restituer à leurs propriétaires. La tâche s'effectue dans un contexte des plus ardus. Une Europe traumatisée, des millions de personnes déplacées, des villes en ruine, mais aussi des relations entre le camp occidental et le camp soviétique qui vont progressivement se détériorer
et limiter les possibilités d'intervention. En France, une sous-commission des livres est créée au sein de la commission de la récupération artistique. De 1945 à 1949, 1,5 million de livres sont retrouvés, en France ou en Allemagne, le plus souvent dépareillés et en mauvais état. Fin 1949, la commission à la récupération artistique est supprimée. Une commission de choix de livres lui succède, avec pour mission d'attribuer un peu plus de 15 000 livres choisis pour leur valeur littéraire ou bibliophilique aux bibliothèques ayant été victimes de bombardements lors de la guerre. Alors, je précise que ce sont des livres dont on n'avait pas retrouvé, bien évidemment, les propriétaires. Tours fait partie des villes qui ont bénéficié de ces dépôts de livres spoliés. Une petite centaine d'ouvrages ont été attribués à Tours, dont 79 sont aujourd'hui conservés à la réserve des livres précieux. Alors, vous pouvez voir ici une photographie du dépôt d'Offenbach. Voilà, c'était un dépôt en Allemagne de livres spoliés. Hein. Et là, vous avez un des exemplaires de ces ouvrages issus des spoliations nazies déposés à la bibliothèque municipale, un livre d'heures du début du XVIe siècle, un livre d'heures à l'usage de Rome. Voilà. La provenance des ouvrages est soigneusement signalée dans le catalogue informatique avec par la mention dépôt de la commission de choix de la récupération artistique. Un jour peut-être, certains héritiers de leurs légitimes propriétaires se feront connaître et pourront évidemment retrouver leurs biens. Après 1966, les livres entrés à la réserve sont acquis sur des crédits d'achat normaux de la bibliothèque. Il n'y a plus de crédits spéciaux. Si les dépenses liées au personnel ou à l'entretien des bâtiments représentent des charges qui ne peuvent être fortement modifiées d'une année sur l'autre, le budget d'acquisition constitue en revanche une variable d'ajustement, ce qui peut se traduire par de fortes variations sur 2 exercices budgétaires. Si l'on examine les 12 derniers exercices budgétaires, 2009-2020, on constate une année particulièrement faste, 2009, avec 20 000 euros de crédit, et 2 années blanches, 2014 et 2015, où aucun crédit pour les acquisitions des livres anciens et précieux n'a été voté. Autour de 10 000 euros dans la première partie de cette période, le budget a légèrement progressé autour de 12 000 euros ces dernières années, avant d'atteindre en 2020, comme quoi l'année ulieuse n'aura pas été qu'une année noire, hein, la somme de 20 476 euros. Cette très forte augmentation est due à une progression globale du budget d'acquisition et au reversement, à ce jour exceptionnel, des crédits de subvention accordés par l'État et la région Centre-Val de Loire pour l'acquisition de documents précieux dans le cadre d'un projet de subvention spécifique qu'on appelle le FRAB. La fin des crédits spéciaux en 1966 est compensée par la création la même année d'une association de mécènes, les Amis de la Bibliothèque et du Musée, dont les objectifs principaux sont d'enrichir ces 2 établissements par des acquisitions de pièces remarquables et de valoriser leur collection auprès du public afin de développer l'intérêt pour l'art et pour la culture. De 1966 à nos jours, c'est plus d'une centaine de documents, livres imprimés, manuscrits, gravures, que la générosité des ABM, c'est ainsi que l'on appelle les Amis de la Bibliothèque et du Musée, a permis de faire entrer dans les collections de la bibliothèque. 2 axes d'acquisition se sont naturellement dégagés très tôt. Le premier, tourné vers le passé, est consacré aux auteurs, aux impressions qui ont illustré l'histoire littéraire de la Touraine. Honoré de Balzac, René Descartes, Anatole France, François Rabelais, Racan, René Rapin, pour ne prendre que les noms les plus prestigieux. Le second axe, tourné vers le présent, permet l'entrée d'éditions rares et précieuses des grands écrivains tourangeaux de notre époque, Robert Pinger et surtout Yves Bonnefoy, dont les ABM ont fortement contribué à enrichir l'important fonds de livres d'artistes. Dernière acquisition la plus prestigieuse qui a été financée par la générosité des ABM, cette lettre de Balzac écrite depuis le château de Saché. Les dons des particuliers. J'aborde maintenant très rapidement un point général sur les dons des particuliers. Les crédits publics constituent depuis 1940 une source constante dans la reconstitution des collections patrimoniales, mais celle-ci apparaît relativement faible si on la compare aux apports des donateurs particuliers. Sur l'ensemble des ouvrages de la réserve dont le catalogue informatisé nous précise la provenance, 7,5% seulement proviennent d'achats, 92,5% de dons.
Les dons commençaient à affluer dès le second semestre de l'année 1940. De nombreuses personnes, tourangelles ou non, émues par la destruction de la bibliothèque, donnent spontanément des livres. Et cet élan va se poursuivre dans les années qui suivent. Citons quelques noms, parmi de très nombreux autres. Marcel Boutron, conservateur de la bibliothèque de l'Institut, spécialiste de Balzac. L'historien Édouard Jordan, ancien professeur à la Sorbonne. Raoul Mercier, professeur à l'école de médecine de Tours. Gaston Collomb et son épouse, donc Gaston Collomb qui était l'ancien conservateur de la bibliothèque. Louise Neuburger, l'épouse d'Henri Bergson. Le poète Lucas Wilfried, le pharmacien René Ernest Tourlet, etc. La très grande majorité des ouvrages donnés à la bibliothèque de Tours dans les années qui suivent la destruction de 1940 datent cependant du 19e ou de la première moitié du 20e siècle. Il s'agit de reconstituer des collections pour servir aux chercheurs, aux étudiants, aux lycéens, aux apprentis. Rappelons qu'à cette époque, l'université de Tours n'existe pas. Et par bien des aspects, la bibliothèque municipale sert aussi de bibliothèque universitaire. Dans cette période de reconstruction, on a besoin de livres pour s'approprier les connaissances nécessaires au développement intellectuel, scientifique et technique du pays. Mais il s'agit aussi de constituer des collections destinées à un plus large public, dans un but de loisir et de distraction. C'est ce que nous appelons la lecture publique, qui est alors en plein essor. Passé les années 50, les donateurs apparaissent moins nombreux, mais leurs dons présentent souvent une plus grande valeur patrimoniale. Comme plus de 90% des documents aujourd'hui conservés dans la réserve des livres rares et précieux proviennent de dons particuliers, je vais vous présenter les principaux donateurs, voilà, en quelques mots, ces principaux donateurs auxquels la ville de Tours est aujourd'hui très redevable. Au premier rang de ces généraux donateurs, un personnage très attachant, une figure très attachante et vraiment hors norme, il s'agit de Paul Caron. Vous avez ici un portrait de Paul Caron qui est extrait d'un journal, donc voilà, une publication de mauvaise qualité, mais on voit l'aspect, comment dire, très, très jovial, plein d'humour de ce personnage. Paul Caron est issu d'une dynastie de marchands de papier peint parisiens. Son grand-père exerçait déjà cette profession depuis 1850. Dans sa jeunesse, il envisage de devenir archiviste, puis médecin. Alors, je vous cite un extrait tiré d'une interview qu'il a donnée. « J'ai renoncé à l'école des Chartes. Trop de travail. Je suis entré à la faculté de médecine qui était à l'époque le lieu rêvé pour se la couler douce. » Bon, voilà. Ces quelques mots traduisent un petit peu le personnage que pouvait être Paul Caron. Après 5 ans d'études en médecine, Paul Caron abandonne la filière médicale qui ne répond finalement pas à ses aspirations. Il poursuit son passion et occasionnellement, comme il le dit, il poursuit donc ses activités de marchand de papier peint et parallèlement, il exerce d'autres activités. Donc des activités aussi diverses que celles de catcheur, d'administrateur et rédacteur de l'Almanach Vermeau, de chroniqueur de l'album de la Comtesse au Canard enchaîné, de producteur et réalisateur d'émissions radiophoniques à la radiodiffusion française de 1945 à 1963. Donc un personnage vraiment haut en couleur. Dans une interview, il explique qu'il a eu très tôt une passion pour la bibliophilie, donc il était attiré très tôt par les bouquinistes des quais de la Seine. Je vous cite un extrait de cette interview. Ma passion pour la bibliophilie est terrible. Elle ne rappelle peut-être pas celle d'un dénommé Boulard qui vivait au XIXe siècle et qui avait ramassé 300 000 volumes dans sa vie et qui en avait rempli 4 immeubles de 6 étages, mais enfin tout de même, j'y vais. En 1955, son registre d'acquisition dénombre pas moins de 47 000 entrées. Ses achats portent sur l'ensemble des domaines de l'écrit, mais il manifeste un intérêt particulier, je cite, aux documents qu'il faut sauver, les choses considérées comme sans valeur, par exemple les recueils de chansons ou certaines petites pièces de 8 ou 10 pages que l'on jette facilement. Collectionneur compulsif sans doute, mais également collectionneur altruiste. Ému par le sinistre survenu à la bibliothèque de Tours, Paul Caron se distingue au sein des donateurs qui ont permis la reconstitution des collections par la quantité et la durée de ses dons qui s'étalent de janvier 1944 à mars 1988, époque même de sa mort. En 1955, il explique dans une interview avoir choisi la bibliothèque de Tours pour bénéficier de ses dons, parce que c'est la première ville qui a été détruite par un bombardement. Le premier envoi, dit-il, s'est fait d'un seul coup. Il y avait 16 000 volumes.
En 1955, donc, il déclare avoir fait don de 35 000 volumes sur les 47 000 qu'il avait depuis leur acquis. Dans une lettre de janvier 1977 adressée à René Fillet, Paul Caron affirme consacrer les 2/3 de son temps à des achats de livres, courant d'une salle des ventes à l'autre et fréquentant les libraires d'occasion. Il destine 80% de ses acquisitions à la bibliothèque de Tours. Mais la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque de l'Arsenal, la Bibliothèque Forney, la Phonothèque nationale bénéficient également de sa générosité. Quelques chiffres témoignent de l'importance du fonds Caron au sein des collections patrimoniales. 56% des ouvrages de la réserve dont on connaît la provenance proviennent du fonds Caron. 83% des ouvrages du fonds théâtre. 18% des manuscrits entrés dans les collections après 1940 proviennent également des dons Caron. Alors, si Paul Caron était incontestablement le plus important des donateurs par la quantité prodigieuse de documents qu'il nous a transmis, Monseigneur Raymond Marcel et sa bienfaitrice Juliette de Mogélica sont à l'origine du don le plus précieux par sa valeur patrimoniale. Issu d'un milieu modeste de salariés agricoles, Raymond Marcel naît en 1902 à Tours. Ordonné prêtre à 25 ans, il n'est à souligner qu'un simple curé de campagne désargenté lorsqu'il rencontre au début des années 1930, parmi ses paroissiens, une personnalité étonnante, Juliette Desmogés-Lucas, épouse puis veuve de Léon Desmogés, administrateur d'Uniprix, fils et héritier de Charles Desmogés, fondateur des Nouvelles Galeries. Elle bénéficie de ressources importantes qui lui permettent de se consacrer à sa passion pour la bibliophilie et l'art, domaine auquel elle initie Raymond Marcel. Fort de ce patronage, Raymond Marcel quitte sa cure pour s'inscrire en thèse de philosophie. Il entre au CNRS en 1949 et s'impose rapidement comme un spécialiste reconnu de l'humanisme italien de la Renaissance et plus spécialement de la philosophie néo-platonicienne incarnée par Marcille Ficin et Pic de la Mirandole. Directeur de la collection Les classiques de l'humanisme publiée sous le patronage de l'association Guillaume Budet, Marcel fonde l'Association internationale des historiens de la Renaissance et participe à la création du Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours en 1956. Grâce aux importants subsides que lui verse Madame Desmogés, il constitue une très importante bibliothèque de livres imprimés et de manuscrits de la Renaissance. Soucieux de participer à la reconstitution des collections de la bibliothèque publique, il effectue en 1967 une première donation portant sur 16 incunables et 18 éditions du XVIe siècle. Puis il décide de léguer l'ensemble de sa bibliothèque à la ville de Tours avec réserve d'usufruit. Pour faciliter cette transmission, Raymond Marcel, aidé en cela par René Fillon, directeur de la bibliothèque, créeront à cette occasion l'association des Amis de la bibliothèque et du musée. Marcel encourage également Juliette Desmogés-Lucas, donc sa bienfaitrice, à léguer une partie de ses collections au musée des Beaux-Arts et à la bibliothèque municipale, qui lui doit un bel ensemble d'éditions illustrées par Maurice Denis. Donc, à la mort de Monseigneur Marcel, survenu à Rome en 1972, la bibliothèque entre en possession de ce qui constitue aujourd'hui le fonds Marcel, à savoir 11 manuscrits, 65 incunables, 438 éditions du XVIe siècle, 110 éditions des XVIe, des XVIIe et XVIIIe siècles, 611 éditions des XIXe et XXe siècles. Parmi les très nombreuses pièces de grande valeur, signalons l'édition originale de l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis, Le Songe de Polyphile, publié par Aldmanus, ou encore l'édition originale du tiers-livre de Rabelais. Vous avez ici deux pages de ce livre extraordinaire que constitue Le Songe de Polyphile, l'un des plus beaux livres illustrés de la Renaissance, et ici l'édition originale du tiers-livre de Rabelais. C'est bien évident que si un tel livre passait en vente aujourd'hui à Tours, jamais, au grand jamais, nous n'aurions les moyens de l'acquérir. Donc ça coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros. Je poursuis ma rétrospective des donateurs en abordant maintenant les dons liés au fonds d'écrivains. Touraine, terre d'écrivains. Si l'expression est convenue et pourrait s'appliquer à de nombreuses autres régions, plusieurs ensembles issus de dons témoignent de l'activité littéraire de personnalités liées à la Touraine. Citons, en les prenant dans l'ordre chronologique, Paul-Louis Courrier, René Boilève, Louis Parrot, André Foulon-Devaux, Jeanne d'Orliac et enfin Yves Bonnefoy.
Paul-Louis Courrier. En 2007, Françoise Guillon donne à la bibliothèque un important ensemble d'ouvrages des 17e et 19e siècle, dont 25 éditions de Paul-Louis Courrier, provenant de la bibliothèque de son père, Jean Guillon. Militant politique au sein du Parti communiste, il a été député d'Indre-et-Loire après la guerre et conseiller municipal de Tours. Jean Guillon, normalien de formation, était un spécialiste de l'helléniste pamphlétaire. C'est à son initiative que l'association des amis de Paul-Louis Courrier est créée en 1967. Il en occupe le poste de secrétaire général jusqu'à sa mort en 1974. Autre écrivain, donc René Boilève. Le fonds consacré à l'écrivain René Boilève, originaire de La Haye-des-Cartes, est dû quant à lui à la générosité d'un ecclésiastique. Alors un autre ecclésiastique, après Monseigneur Marcel, il s'agit de Georges Marchais, l'abbé Georges Marchais, qui a été, de son vivant, il a eu quelquefois, parce qu'il était un contemporain de l'homme politique, il y a peut-être eu quelquefois quelques malentendus. Donc l'abbé Marchais était professeur au petit séminaire de Tours. En 1975, il informe René Figuier de son souhait de donner à la bibliothèque de Tours la collection de livres et de manuscrits qu'il avait constitués depuis 50 ans autour de l'œuvre littéraire de René Boilève, auquel il avait consacré de nombreux travaux d'érudition. Le don est effectué l'année suivante avec l'accord de sa nièce, Madame Marie-Thérèse Gleiss. Dans la réponse que René Figuier avait apportée à la lettre de l'abbé Marchais, René Figuier avait évoqué l'idée de créer un fonds spécialement consacré à cet écrivain. Finalement, ça ne sera pas fait pour des raisons que j'ignore, et les documents donnés par l'abbé Marchais se retrouvent aujourd'hui dispersés dans 3 ensembles, les manuscrits, donc le fonds de manuscrits pour les manuscrits de Boilève, le fonds réserve pour les ouvrages les plus précieux, et le fonds Touraine-Val-de-Loire pour les éditions plus courantes. Cela étant, l'impulsion donnée par l'abbé Marchais sur l'œuvre de René Boilève se poursuit, puisque nous continuons à acheter très régulièrement des manuscrits ou des éditions bibliophiliques, il nous en manque peu, consacrées aux œuvres de René Boilève. André Foulon-Deveau maintenant. André Foulon-Deveau n'est pas originaire de la Touraine, c'est un Picard. Il a été poète, romancier, auteur dramatique, donc il a vécu dans la première moitié du XXe siècle, il est mort en 1951. Son père était collectionneur d'art et avait une très, très belle bibliothèque, donc André Foulon-Deveau en hérite. Il hérite par là même aussi des livres ayant appartenu à la comédienne Jeanne Arnoux-Plessis, qui a vécu au XIXe siècle. Il décide à sa mort de léguer l'ensemble de ses œuvres, l'ensemble de ses collections d'œuvres d'art et l'ensemble de sa bibliothèque à la ville de Tours, plus précisément au musée des Beaux-Arts. Donc le musée des Beaux-Arts va récupérer les œuvres d'art et verser à la bibliothèque municipale la bibliothèque d'André Foulon-Deveau. Alors contrairement au don de l'abbé Marchais ou au don de Guyon, de Madame Guyon, le fonds Foulon-Deveau va garder son unité. Il y a aujourd'hui un fonds Foulon-Deveau, tout simplement parce qu'il était constitué de plusieurs milliers de volumes, il était très important numériquement, et puis il y avait vraiment la cohérence de rassemblement d'ouvrages sur la littérature et la poésie. Cet ensemble, cette bibliothèque d'André Foulon-Deveau est depuis peu intégralement cataloguée, donc vous pouvez la consulter les notices sur le site internet de la bibliothèque. Louis Parrot, lui c'est un écrivain tourangeau, il est né à Saint-Symphorien en 1906, il a fait une œuvre de poète, de romancier, de journaliste et d'essayiste. Bibliothécaire à l'Institut français de Madrid entre 1934 et 1936, il côtoie l'élite intellectuelle et artistique de l'Espagne républicaine. Il revient en France en 1936, il ne peut pas retourner en Espagne du fait de la guerre civile, mais voilà, il est inquiet devant la montée du fascisme en Europe et il va militer au sein du Parti communiste pour lutter contre le fascisme au sein du Parti communiste. Il va collaborer au journal Ce Soir, aux côtés de Louis Aragon et de Jean-Richard Bloch. Sous l'occupation, il va avoir une activité de résistant. Il participe à la diffusion d'écrits clandestins. Il est également l'agent de liaison de Paul Éluard. Malheureusement, il meurt prématurément en 1948. En 2004, son fils, Jean-François Parrot, lui-même écrivain et poète, lègue l'ensemble des papiers de son père, donc ses manuscrits, sa riche correspondance, à la ville de Tours. Jeanne d'Orliac
autre personnalité littéraire de la Touraine, de son vrai nom Anne-Marie Jeanne Laporte. Jeanne d'Orléac est son nom d'écrivain. Donc elle a eu une activité littéraire des plus variées. Elle a été dramaturge, romancière, poétesse, biographe. Alors Jeanne d'Orléac vivait sur le domaine de Chanteloup. Elle avait acheté un des bâtiments subsistants du domaine, un pavillon dit de la Grille Dorée. Donc elle partageait son existence entre Chanteloup et son appartement parisien. Elle décède en 1974, mais elle avait prévu dès 1958 dans son testament de léguer ses archives personnelles aux archives départementales d'Indre-et-Loire et sa bibliothèque à la bibliothèque municipale de Tours. Donc, chose qui devient effective après sa mort en 1974. Yves Bonnefoy, enfin. Alors, Yves Bonnefoy, né à Tours en 1923, décide à 20 ans de s'installer à Paris et de se consacrer à la poésie. Il abandonne ses études de mathématiques commencées à Tours et se tourne vers la philosophie et l'épistémologie à la Sorbonne. Élève de Jean Val et de Gaston Bachelard, attiré par le groupe surréaliste, il se lie avec des poètes et des peintres. Dans les années 50, plusieurs séjours en Italie déterminent son intérêt pour les œuvres des peintres et des sculpteurs italiens puis français. En 1953, la publication du recueil Du mouvement et de l'immobilité de Douve le fait connaître comme poète. Il publie à partir de 1954 des essais historiques et critiques et de nombreuses traductions, notamment de l'œuvre de Shakespeare. En 1981, il est élu professeur au Collège de France, où il occupe la chaire d'études comparées de la fonction poétique. Son œuvre, aujourd'hui, est traduite dans une trentaine de langues et dans les mois ou d'ici un an ou deux peut-être, on devrait paraître un choix d'œuvres dans la collection de la bibliothèque de la Pléiade. En 1976, Gérard Martin, qui est alors conservateur à la bibliothèque municipale et responsable de la salle Jacques-Marie Rouget, crée, avec l'accord de l'écrivain, un fonds consacré à Yves Bonnefoy. L'objectif est de rassembler toutes les éditions de ses œuvres ou de ses articles, ainsi que tous les documents le concernant. Les travaux universitaires, thèses et mémoires, les études qui lui sont consacrées, les actes de colloques, les articles, aussi bien publiés dans les revues spécialisées que dans les périodiques courants en France ou à l'étranger. Depuis 1976, Yves Bonnefoy a très largement participé au développement de ce fonds, soit en signalant des publications le concernant, soit en effectuant des dons. Le fonds Bonnefoy comprend également la très grande majorité de la bibliothèque de l'écrivain, constituée de deux ensembles distincts. Depuis la fin des années 70, Yves Bonnefoy a donné de façon régulière à la bibliothèque des livres dont il n'avait plus l'usage. Cet ensemble considérable, peut-être autour de 4000 ouvrages, est en cours de traitement. En 2015, dans un courrier adressé à Serge Babary, l'écrivain exprime le souhait de faire don à sa ville natale de sa bibliothèque de travail, considérée comme un tout cohérent, bibliothèque qu'il estime à 8000 volumes. Donc le conseil municipal a voté peu après le principe d'acceptation du don. Malheureusement, la maladie a empêché Yves Bonnefoy de formaliser cette donation. Cette tâche appartiendra à sa fille Mathilde Bonnefoy. La bibliothèque est finalement arrivée dans les murs de la bibliothèque municipale au cours de l'automne 2019 et cette bibliothèque de travail d'Yves Bonnefoy est aujourd'hui en cours de traitement. Dernière partie au sein de cet aperçu des donateurs, les fonds thématiques. Deux fonds thématiques ont été créés à partir de dons. Tout d'abord, un fonds théâtre. En 1985, monsieur et madame Cousin de Cesson-Sévigné donnent à la bibliothèque de Tours plus de 70 cartons de livres provenant en majeure partie de la bibliothèque de leur grand-père, Jean Hadès, qui était administrateur général de la Comédie Française dans l'entre-deux-guerres. Monsieur Laurent, qui était alors directeur de la bibliothèque municipale, est enchanté par ce don et il décide, à la suite de ce don, de créer un fonds spécifique consacré au théâtre au sein de la bibliothèque municipale. C'est le fonds théâtre, voilà. Qui comprend aujourd'hui 4803 notices informatisées. Alors, ce fonds théâtre, créé à la suite du don de monsieur et madame Cousin,
est aujourd'hui constitué essentiellement à partir de dons effectués par Paul Caron. Donc c'est pour rappeler que Paul Caron, il est partout dans nos collections aujourd'hui. Deuxième fonds thématique, le fonds chasse et pêche. Ce fonds naît en 1988 suite aux dons faits par monsieur et madame Gibourreau à la ville de Tours de la bibliothèque de leur oncle, un ancien instituteur, monsieur Émile Bonga. Alors je ne sais pas si on doit dire Bonga ou Bongars. Fils d'un garde-chasse du château de Chenonceau, Émile Bongars aurait voulu entrer dans l'administration des eaux et forêts. Mais bon, il ne pouvait pas suivre des études longues, il doit s'orienter vers le métier d'instituteur. Après des études à l'école normale, il exerce à Courcey, puis à l'école Mirabeau à Tours. Il meurt en 1974. Émile Bongars avait commencé à collectionner des livres consacrés à la chasse et à la pêche dès ses études à l'école normale. En 1950, on le voit prêter à la bibliothèque municipale près de 200 ouvrages ou documents iconographiques issus de sa collection pour une exposition sur la chasse organisée pendant la Grande Semaine. Le fonds Bongars comprend 6410 volumes sur la chasse et la pêche du XVIIIe siècle à nos jours. Le catalogage informatisé de ce fonds est aujourd'hui très largement avancé. Il y a plus de la moitié des documents qui sont maintenant catalogués sur notre base sur Internet. Dernier fonds thématique avec de multiples centres d'intérêt, les fonds Eugène Pépin. Donc je rappelle en quelques mots qui était Eugène Pépin, natif de Chinon. Vous le connaissez bien au sein de la Société archéologique de Touraine. Cette personne qui a vécu 101 ans a eu une vie particulièrement riche. Après des études de droit, il se passionne pour l'aviation. Alors nous sommes dans les années 1900, la fin des années, la première décennie du siècle en fait. Donc il se passionne pour l'aviation. Cette passion pour l'aviation l'entraîne pendant la Première Guerre mondiale à travailler pour l'espionnage aérien. Voilà. Donc il fait partie de ces personnes chargées d'envoyer des aviateurs pour des missions de reconnaissance et ensuite d'exploiter les photos ainsi prises pour les opérations militaires. À la fin de la guerre, en 1918, il est mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères pour participer aux travaux de la conférence de la paix à Versailles. Donc là, il va côtoyer Georges Clemenceau. Dans l'entre-deux-guerres, toujours pour le ministère des Affaires étrangères, il effectue pour le gouvernement français des missions en Amérique latine, en Extrême-Orient, notamment auprès de pays qui souhaitent adopter des constitutions démocratiques. Ils n'étaient peut-être pas si nombreux dans l'entre-deux-guerres, des pays comme ça. Il intervient aussi dans des négociations, dans des conflits frontaliers. On va le voir par exemple, envoyé par le gouvernement français, essayer d'apaiser les relations entre la Chine et le Japon dans les années 30, lorsque le Japon avait mis en place une république fantoche en Mandchourie, l'état du Manchukuo. Vous avez une aventure de Tintin qui fait état de cette histoire, donc il y a un lien avec Eugène Pépin. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il va entamer une brillante carrière de juriste international, spécialiste de droit aérien et précurseur du droit spatial. Il enseigne, il va enseigner à l'université, il va enseigner à Montréal, et il va aussi diriger le service des affaires juridiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Toute sa vie, Eugène Pépin a conservé des relations étroites avec la Touraine et avec Chinon, où il réside de manière durable à partir de 1955. Donc il a multiplié les travaux sur l'histoire de la Touraine, sur l'histoire de Chinon. Vous trouverez les références dans l'article. En 1980, Eugène Pépin décide de faire don de sa bibliothèque à la bibliothèque municipale de Tours. Il a alors dans les 95 ans. Donc toute la documentation qu'il a accumulée au long de sa vie, ses livres, ses périodiques, les documents officiels, les photographies, sur les thèmes suivants: les problèmes internationaux du XXe siècle, donc notamment un bel ensemble de documents sur la Première Guerre mondiale, des questions scientifiques et techniques, l'aviation, les transports aériens, le droit aérien, la conquête de l'espace, le droit spatial, les télécommunications, des ouvrages de droit, un bel ensemble de livres de droit français du XVIe au XVIIIe siècle, des ouvrages plus généraux d'histoire et de géographie, l'histoire des sciences, l'histoire des arts, l'histoire des religions,
et l'histoire des pays du globe où il a séjourné. Donc on a un ensemble d'ouvrages sur l'histoire de la Chine, l'histoire du Japon, l'histoire des pays d'Amérique latine, des années 30 aux années 50. Dernière partie qui sera plus courte, consacrée au rapport entre les collections patrimoniales et la Touraine. Le fonds Touraine. Donc depuis sa reconstruction, la bibliothèque municipale de Tours a toujours porté un grand intérêt à la Touraine dans toutes ses composantes. Pourtant, jusqu'en 1984, date de la création du fonds Touraine, ces ouvrages se répartissent dans différents fonds, les plus précieux à la réserve, les plus courants dans les collections de lecture publique, enfin les plus nombreux dans le fonds études. Comment expliquer une date aussi tardive de création pour un fonds spécifique consacré à la Touraine? Très certainement par la présence, jusqu'en 2012, d'une bibliothèque spécialement consacrée à la Touraine au sein même de la bibliothèque centrale, à savoir la bibliothèque de la Société archéologique de Touraine. Le fonds Touraine de la bibliothèque municipale et la bibliothèque de la Société archéologique ne font cependant aujourd'hui pas double emploi. Il ne s'agit pas de deux bibliothèques, enfin il n'y en a pas une de trop. Les tragiques destructions de juin 1940 nous rappellent la fragilité des collections de livres et illustrent la nécessité de disposer de fonds redondants pour certains domaines très précis. Les fonds locaux en font évidemment partie. Donc aujourd'hui, le fonds Touraine regroupe les ouvrages relatifs à la ville de Tours, à la Touraine et au Val-de-Loire, les auteurs tourangeaux ou installés durablement en Touraine, enfin les impressions tourangelles. Les ouvrages consacrés aux départements voisins de l'Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Sarthe, Loire-et-Cher, Indre, Vienne ne sont pas intégrés au fonds Touraine, sauf lorsqu'ils concernent des zones ou des localités historiquement liées à la Touraine. Ainsi par exemple la ville de Montrichard ou celle de Châtillon-sur-Indre. Un grand nombre d'ouvrages relatifs à la Touraine et au Val-de-Loire, notamment ceux entrés dans les collections entre 1940 et 1984, sont encore cotés dans le fonds général. Depuis quelques années, ils sont progressivement extraits de ces fonds généraux et intégrés au fonds Touraine-Val-de-Loire afin de leur donner une meilleure visibilité et surtout de pouvoir leur assurer une meilleure conservation. En 2013, un nouveau fonds de conservation est créé, le fonds MAM. Ici, vous avez sur l'illustration quelques exemplaires de cartonnage MAM. Vous voyez la beauté de ces reliures. Ce fonds MAM est destiné à regrouper l'ensemble des ouvrages édités ou imprimés par cette maison depuis les origines angevines en 1778 jusqu'au rachat de la maison d'édition par le groupe Média Participation en 1986 et la fermeture de l'imprimerie en 2011. Les ouvrages du fonds MAM proviennent d'exemplaires retirés du fonds études, des collections de lecture publique, du fonds Caron bien évidemment, ou encore de dons plus récents. La politique d'acquisition actuelle. Le développement considérable des bibliothèques numériques patrimoniales ces 20 dernières années a changé la donne en matière d'acquisition. Il ne s'agit plus désormais pour les bibliothèques municipales d'être autant de petites Alexandries soucieuses d'amasser et de conserver dans des espaces de stockage toujours plus vastes le plus grand nombre possible d'ouvrages susceptibles de répondre à la demande parfois incongrue d'un chercheur. Mais il s'agit au contraire d'essayer de constituer des fonds plus resserrés, mais plus cohérents et pertinents. Les acquisitions patrimoniales effectuées ces dernières années visent non pas à reconstituer le fonds ancien disparu en juin 1940, l'entreprise exigerait des moyens budgétaires absolument colossaux et n'aurait aucun intérêt scientifique. Donc l'objectif est de poursuivre la constitution d'une bibliothèque tourangelle aussi complète que possible par les auteurs, les thèmes, les imprimeurs libraires ou même les possesseurs choisis. Cet objectif nous amène à privilégier des achats nombreux et de moindre coût par rapport à la pièce exceptionnelle qui relève plus de l'objet muséographique, voire de la spéculation boursière que du projet bibliothéconomique. L'élaboration d'un fonds cohérent est un travail de patience qui ne peut s'envisager que sur la longue durée, au moyen d'un effort budgétaire constant. Pour être obtenu, cet effort suppose de notre part un travail d'explication auprès des élus et de tous ceux qui participent à l'élaboration finale du budget. C'est pourquoi, depuis 2016, les acquisitions sont présentées chaque année à l'adjoint à la culture et à la direction des affaires culturelles dans un document en format PDF richement illustré. Alors, ces documents qui présentent les acquisitions annuelles des collections patrimoniales seront prochainement mis sur notre site internet, donc accessibles à l'ensemble du public. Ma conclusion, j'espère ne pas avoir été trop long. Ma conclusion, 1940-2020, du Styx au Phénix, point d'interrogation.
80 ans après la destruction de la bibliothèque municipale de Tours, des collections patrimoniales de grande valeur ont pu être reconstituées grâce à l'effort conjugué de l'aide publique, trop mesurée cependant, et à la générosité de nombreux donateurs soucieux de transmettre un patrimoine littéraire aux nouvelles générations. Les collections disparues, parmi les plus riches conservées dans les bibliothèques municipales, ne pourront jamais être reconstituées. À travers elles, 10 siècles de trésors bibliophiliques accumulés dans les établissements ecclésiastiques tourangeaux échappent désormais à notre regard. Le bâtiment emblématique de la reconstruction porte parfois les stigmates de son âge. Une seconde phase de restructuration apparaît très nécessaire. Elle permettrait notamment d'accueillir les chercheurs qui fréquentent la salle Patrimoine Touraine dans de meilleures conditions et de proposer un espace d'exposition adapté à la présentation des documents précieux et fragiles. Si l'argent n'est pas tout, les budgets d'acquisition, de restauration, de reliure apparaissent souvent trop faibles. Mais les collections patrimoniales entrées depuis la guerre ont ouvert de nouveaux horizons. Fonds d'écrivains d'une richesse incomparable à travers l'œuvre et la bibliothèque d'Yves Bonnefoy, développement d'un fonds Touraine aujourd'hui en pleine expansion, multiplicité des centres d'intérêt, théâtre, chasse et pêche, jusqu'au droit aérien à travers les dons particuliers. Sans oublier, un point que je n'ai pas évoqué ici, la constitution d'un riche fonds de conservation au sein du secteur jeunesse, ou la conservation et la mise en valeur de disques vinyles par mes collègues de la section musique et cinéma. Enfin, si la bibliothèque municipale ne dispose pas encore d'une bibliothèque numérique patrimoniale propre, différents partenariats avec les RHT, avec le Centre de la Renaissance de Tours par exemple, permettent de rendre accessibles à la communauté des chercheurs les ouvrages les plus précieux. Beaucoup de chemin donc a été parcouru depuis cet été de l'année 1940 où l'incendie de la bibliothèque semblait reléguer les collections patrimoniales aux rives du Styx. Comme le phénix de la fable, de nouvelles collections se sont constituées et s'accroissent régulièrement. Des ornithologues mythographes, s'ils existent, vous direz qu'il ne s'agit peut-être pas du même oiseau, que son plumage est moins chatoyant, son chant moins assuré. Je constate pour ma part, année après année, ce nouveau phénix vole de mieux en mieux. Je vous remercie.